Bonjour à tous, bienvenue dans l'interview. Nous terminons cette semaine avec Danielle Caron. Bonjour. Bonjour. Vous êtes conseillère communale à Woluwe-Saint-Lambert et députée régionale. Alors à Woluwe-Saint-Lambert au sein du groupe MR, au Parlement régional, vous siégez en tant qu'indépendante. On va y revenir dans le courant de cette interview. On va commencer par l'actualité locale à Woluwe. Les riverains de la Wolu qui s'opposent au curage du cours d'eau à l'arrière de leurs habitations. On a eu un reportage dans le courant de la semaine à Télé-Bruxelles. Ils ont raison de le faire ou pas ? Tout à fait. Alors, je pense vraiment que c'est un patrimoine d'ailleurs de la commune. Je l'ai connu depuis ma naissance. C'est vraiment un endroit champêtre, un endroit agréable qui se trouve près du shopping center de Woluwe, là, le long du boulevard de la Wolu. C'est un endroit très agréable pour tout le monde pour s'y balader. Et là, tout d'un coup, on ne sait pas très bien qui a donné finalement cette autorisation, puisque l'IBGE dit oui, c'est l'administration régionale. L'administration régionale, j'ai interrogé encore la commission royale des monuments et des sites, ils disent mais on veut bien le classer, nous c'est dans une zone justement classée. Alors ils disent oui mais l'IBGE ce sont des éléments mineurs par rapport à la zone. Donc on parle de passerelles qui sont à l'arrière des jardins et qui ont servi notamment pendant 39-45 à aller cultiver les potagers qui étaient derrière. Exact, donc ce sont les habitants qui avaient reçu l'autorisation de la commune de pouvoir construire des passerelles pour cultiver leurs potagers. Elles ont vraiment une valeur historique et architecturale ? Oui, elles ont vraiment une valeur surtout sentimentale, une valeur d'abord aussi utile parce que les habitants peuvent très bien rentrer leur vélo, leurs électroménagers, éventuellement une civière si quelqu'un, a un souci de santé. Alors les maisons sont très petites, donc du côté de la rue, c'est souvent difficile de rentrer des objets plus encombrants et ça a vraiment une utilité et puis se promener. Mais il faut quand même curer le cours d'eau à un moment ou à un autre. Mais ce qui est assez incroyable, c'est que les ouvriers ont commencé les travaux et sans problème, comme par hasard. Donc depuis 73 ans que je sache et les habitants aussi, on n'a jamais entendu de curage ou de demande spécifique. Les ouvriers ont commencé les travaux et les ponts n'ont pas gêné. Donc on se demande vraiment si c'est le caprice de l'un ou de l'autre. Et quand les riverains s'opposent physiquement à l'arrivée d'une machine, on peut accepter ça ? Non. Ce qui est assez incroyable, c'est que personne n'arrive, je trouve, à se mobiliser. J'ai interrogé au Parlement, j'ai interrogé aussi au Conseil communal, personne ne bouge. Et finalement, quand donc les riverains ont eu raison de s'opposer physiquement aux machines ? Tout à fait. Ils se sont mis... Oui, pourquoi ? Parce que d'abord, c'est une zone classée. Donc on ne voit pas très bien pourquoi est-ce qu'il y a des engins motorisés et qui commencent à casser les ponts, qu'il y a certains riverains qui ont reçu une lettre de l'IBG en disant qu'ils doivent enlever les ponts, d'autres pas, donc 2 poids 2 mesures. On a l'impression que le dossier n'est pas bien ficelé, on ne sait pas très bien qui a donné cette autorisation. On a l'impression, et je vous ai dit, j'ai encore donné des coups de téléphone à la Commission royale des monuments et des sites, qui avait demandé pour l'école Tinguelen, qui était aussi demandeur, enfin l'école était demandeuse pour classer aussi et ce pont, eh bien, apparemment, le dossier est en cours, n'est pas terminé et surtout, l'IBGE avait promis aux habitants de ne rien faire, d'étudier la chose pour octobre 2014. Et maintenant, tout d'un coup, alors que le propriétaire n'était pas là, on enlève un déjà des premiers ponts. Il en reste encore 9. J'espère vivement qu'on fera tout pour maintenir ces ponts qui sont vraiment une partie paysagère connue de Woluwe qui a donné le nom aux 3 communes que vous connaissez. Alors, on sera demain dans la journée mondiale des femmes. Elle a encore du sens cette journée alors qu'il y a des règles pour avoir des femmes dans les parlements, pour avoir des femmes dans les conseils d'administration, que l'égalité, en tout cas en Belgique, on a le sentiment qu'elle progresse. Oui, ça progresse, c'est sûr, mais il y a encore des tas de choses à faire. Je pense que tant qu'il n'y a pas une législation importante en la matière, et il y en a pour l'instant, effectivement, vous avez cité les listes qui sont maintenant paritaires hommes-femmes, mais il y a encore des tas d'injustices. Quand on voit, par exemple, au niveau d'exécutif, les ministres, il n'y en a toujours que 30%. Parmi les parlementaires, il y a que 40%. Donc ça fait 4 seulement personnes sur 10 qui est une femme dans un Parlement. Et puis toutes les inégalités salariales, quand vous voyez que les femmes ont un salaire horaire de 10,2% en moins, quand on voit sur base annuelle avec tous les avantages qu'on peut imaginer au niveau des salaires, hommes qui reçoivent souvent plus d'indemnités. 21% d'écart entre les hommes et les femmes, écrivait ce matin le journal Le Soir. Est-ce qu'il faut légiférer ? Est-ce qu'il faut, parce que c'est notamment dans les entreprises privées que se pose le problème, dans la fonction publique il y a des barèmes, c'est la même chose, mais est-ce qu'il faut obliger les entreprises, les contraindre à avoir une égalité salariale entre hommes et femmes? Ou est-ce que c'est la liberté des entreprises?
Alors, je me bats beaucoup depuis longtemps en tant que présidente de la commission politique et loi, et je peux vous assurer que tous les documents qu'on a faits, des chartes et autres, ça ne marche pas. Je veux dire, il n'y a rien à faire. Ce qui marche le mieux, c'est la loi. Quand on arrive à pouvoir décréter que sur une liste, on met 50% hommes-femmes, quand on arrive à dire que dans certaines grandes entreprises, on met dans le conseil d'administration aussi des femmes, ça fonctionne. Parce que Donc il faut une loi sur les salaires. Je pense que c'est indispensable. Sinon, on n'arrivera pas. Je veux dire, le problème, c'est que plus on arrive dans les hiérarchies d'une entreprise, plus le rôle, évidemment, des femmes sera, je veux dire, on l'en voit moins. Il y a vraiment que certaines exceptions, comme maintenant chez Belgacom avec Dominique Leroy. Mais sinon, c'est vraiment, pour l'instant, encore des exceptions. On voit aussi, au niveau politique, le nombre de femmes qui sont Dominique Leroy est moins payé que Didier Bellens, hein, quand même. Par exemple. Ouais. Par exemple. Alors, autre actualité sur laquelle je voudrais vous interroger. Vous avez vu le reportage dans le journal sur la saisie d'une voiture du service Uber, la réaction des taximens, la réaction d'Uber. Est-ce que la région bruxelloise a raison de s'opposer au développement de ce service? Est-ce qu'il est effectivement illégal et est-ce que c'est effectivement une concurrence déloyale pour les taxis? Ou, à l'instar de ce qui se passe aux États-Unis ou maintenant à Paris, il faut tolérer ces voitures avec chauffeur? Alors moi, je suis vraiment pour une mobilité maximum dans notre région bruxelloise. Alors, je ne l'ai pas, je veux dire, connaissance pour moi d'illégalité. C'est un dossier, je veux dire, qui est relativement neuf. Moi, j'étais très contente a priori quand j'ai entendu qu'il y avait une possibilité d'une compagnie qui arrivait sur la région bruxelloise qui proposait des prix moindres. Je trouve que c'est vraiment intéressant. Quand on voit aussi, quand je rentre dans un taxi, je vois toujours le tarif 1, le tarif 2. Maintenant, on va le supprimer. Mais en attendant, ça me semble toujours très cher, alors que si on peut laisser les voitures dans les garages des particuliers ou à d'autres endroits et que les gens puissent se rendre mobiles avec vraiment des tarifs attractifs, moi je suis vraiment pour. Je suis pour une liberté, une concurrence. Et on a toujours vu qu'au niveau économique, d'ailleurs c'est le gros problème aussi en Belgique, c'est qu'il y a, je parle au niveau des prix qui ne sont pas toujours concurrentiels. La Commission européenne l'a relevé aussi au niveau de la Belgique, c'est que nous avons des grandes surfaces, mais pas suffisamment concurrentielles par rapport aux Pays-Bas, par rapport à la France. Donc il faut laisser Uber essayer de pénétrer le marché bruxellois. Pour autant que ce soit légal, pour autant qu'ils respectent bien sûr toutes les prescriptions. Même si les chauffeurs de taxi sont contre et crient à la concurrence déloyale et disent que leur secteur va déjà pas très bien et que ça va être pire. Je pense que si on arrive à véritablement un prix plus attractif, à avoir des taxis qui se voient et à avoir véritablement une confiance dans cette mobilité, je veux dire, qui permettent aux personnes plus âgées, aux personnes qui doivent se mouvoir d'un point à l'autre en région bruxelloise, c'est vraiment un acquis en plus pour moi. Et je suis persuadée que les habitants et les personnes extérieures de Bruxelles qui utilisent les moyens de transport, ils vont se rendre compte que prendre un taxi va beaucoup plus vite que prendre sa voiture particulière. Alors, je vais vous montrer des questions Twitter. Vous allez pouvoir les voir sur l'écran derrière nous. Et elles sont intéressantes. Zitouni Abiba qui commence par une question. On n'entend plus le CDH phagocyté par les partis émergents. Puis comme elle écoute l'émission, elle dit tiens, mais finalement vous êtes indépendante, on peut avoir plusieurs étiquettes alors. Essayez d'expliquer. Donc vous êtes sans parti fixe, Danielle Caron? Pour l'instant, je suis sans parti fixe, effectivement. Donc, résumé, vous avez été élu autrefois FDF, puis CDH, et maintenant vous êtes plus proche du MR, c'est ça? J'ai toujours été dans une composante ou dans une fédération PRL-FDF ou MR depuis 1982, où j'ai été sur une liste de bourgmestre et puis sur la liste MR au Parlement en 1995. Ce qu'il y est, c'est que j'ai toujours voulu continuer dans le groupe MR, mais M. Maguin menaçait, si je restais dans le groupe MR, de quitter le MR, ce que, évidemment, à ce moment-là, j'ai eu des difficultés pour pouvoir y rester. Donc c'est un problème de relation avec Olivier Maguin, ça vous êtes en train de me dire? Olivier Maguin ne m'a pas laissé, je veux dire, dans le groupe MR. Vous avez été candidate avec le CDH, vous avez fait une liste commune. Oui, parce qu'à ce moment-là, je n'avais pas d'autre solution. Je devais pouvoir, si je voulais continuer la politique, moi j'ai toujours dit que mon parti c'était Olivier Saint-Lambert. Si je voulais continuer la politique, j'étais obligée de me présenter dans un parti politique. Aux élections régionales de mai prochain, vous serez candidate? En tout cas, je suis candidate à être candidate, exact. Oui, et donc ce sera avec quel parti? Pour l'instant, je fonctionne toujours avec le groupe MR, que ce soit au niveau communal et au niveau régional. Donc vous êtes candidate à être sur la liste de Vincent De Wolf ou de Didier Reynders, en clair? Voilà, je suis candidate à me présenter au Parlement régional. Donc avec Vincent De Wolf. Bien sûr. Merci Danielle Caron d'avoir été l'invité de l'interview. Dans un instant, ce sera la météo avec Patrick Vermeer. Et cette semaine, c'est plutôt pas mal pour Patrick, il a des bonnes nouvelles.